Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 19 février 2024, il est, préparez-vous, 22h09 en France et 6h09 du matin au Japon. Et c'est parti pour un tout nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de tout l'entre-terre, à l'exception de toutes les autres matinales au Japon mais nocturnes en France. Et qui plus est un dimanche, alors que l'émission a normalement lieu le vendredi 10h midi, on est dans l'exceptionnalité la plus exceptionnelle. Mais pourquoi Alex? Pourquoi donc tout ceci? Eh bien précisément parce que mon enfant en bas âge a mangé mes devoirs, vous connaissez l'excuse. Émission nocturne donc ce dimanche durant laquelle on va faire ensemble le tour de l'actualité pop culture de la semaine, l'œil plus que jamais rivé sur les travailleurs et les travailleuses qui font cette pop culture, et le tout c'est la signature musicale de l'émission sur fond d'extraits de bandes originales d'animés japonais afin de continuer chaque semaine toujours plus d'en faire découvrir ou d'en faire redécouvrir les compositeurs ou les compositrices souvent bien peu connus du grand public. Cette semaine, les gens dans Soft Power, une émission énervée et intitulée « On ne peut pas lutter contre le système, mais on peut toujours le foutre en l'air », comme le soulignait John McClane dans Die Hard 4 Retour en Enfer. Enfer qui était sans doute en référence à la filmographie de Len Wiseman, le réalisateur du film, et dire que c'est lui qui va s'occuper de Ballerina, le film dérivé de John Wick, yippee-ki-yay comme disait l'autre. Bref, changer le système puisque cette semaine on va revenir sur la grève qui a touché mercredi dernier Ubisoft France, la célèbre entreprise de développement, d'édition et de distribution du jeu vidéo. Intersyndicale remontée à bloc, des centaines de travailleurs et de travailleuses du jeu vidéo en mouvement, c'était beau à voir et ça donne un peu d'espoir pour cette année 2024 côté industrie du gaming. On ira jeter un œil aux premières images de Deadpool and Wolverine, troisième film de la franchise du super-héros Deadpool sur grand écran, mais premier de la franchise chez Marvel Studios qui mise très gros sur ce qui est de loin son plus gros projet de l'année. Et vu son objectif, c'est peu de le dire, changer définitivement le visage du Marvel Cinematic Universe. On en parlera et on en doutera peut-être un petit peu aussi au passage. On retournera les gens à la Berlinale 2024, la 74e édition du Festival international du film de Berlin qui se tient en ce moment en Allemagne. Un événement où il fait bon mettre un temps la politique de côté pour parler cinéma. En tout cas, ça c'est sûrement ce que pensaient les festivaliers avant de se manger coup sur coup des polémiques liées à l'engagement politique de l'événement pour lequel le cinéma est apparu cette semaine tout d'un coup bien secondaire, vous verrez ça. On parlera également de Iwaju, une série d'animation à venir née d'une étonnante collaboration entre Walt Disney Animation et le studio Kugali, dont l'objectif est de raconter des histoires inspirées de la culture africaine. C'est en tout cas ce qui est écrit sur le site du studio. Cette rencontre, ça donne Iwaju, une petite série de quelques épisodes et au cadre bien trop rare du Nigeria, pour le pire comme pour le meilleur, et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on en discutera. Et on s'intéressera aussi au premier rapport du GLAAD, cette association américaine de veille médiatique relative au traitement des personnes LGBT au sein des médias, qui s'est penchée pour la première fois sur la question des représentations LGBT dans le jeu vidéo, et le rapport est très intéressant. Ce sera un petit peu le moment chiffre de l'émission, mais il y aura des choses à en dire. Mais avant tout ça, les gens, et pour lancer pleinement ce Soft Power de la nuit, je vous propose que l'on démarre avec la bande-annonce de la semaine. Alors préparez-vous, remontez vos petites lunettes rondes comme ça en plaçant précautionneusement votre majeur entre les deux verres. Prenez une petite photo de vous en train de prendre une photo de vous en train de faire votre développé couché de la semaine et vous ferez attention à la taille de vos chevilles, ça vous empêche de fermer votre pantalon. It's kind of like stepping into Willy Wonka's chocolate factory with Willy Wonka. 誰もが見たこともないものを作りたいんですけども、人は自分でプロデュースをするしかない。ただ今は自分の会社なんで、これをこけたら次がなくなるので。When you balance expectation of hundreds of millions of dollars in investment with wanting to stay true to your vision, that's like playing Russian roulette with 6 bullets. The risk is it's too radical. And that's where the creative courage comes in. カメラ回ってるとみんないきなりね、ポジティブになるっていうか。
is an art, but the only person in charge of the orchestra is the auteur. The purpose of stories is to make meaning out of life. And that's why his work is so important. Mr. Hideo Kojima. It's the obligation of any artist to push boundaries. 子供の頃から妄想癖があって、未来を見たというか、テクノロジーが世界をつなぐっていうかね。Je veux retourner dans ce monde de mensonges demain. Ça, c'est le désir que Hideo Kojima souhaitait évoquer aux joueurs et aux joueuses de ces jeux à l'époque du développement de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, au début des années 2000. Hideo Kojima, grande figure du jeu vidéo, notamment derrière la culte franchise Metal Gear Solid, justement. Grande figure dont on avait parlé il y a 2 semaines dans l'émission à l'occasion des premières images du jeu Death Stranding 2, auquel il est aux manettes. Et grande figure qui s'offrira également dès la semaine prochaine un documentaire entièrement dédié à sa personne, Hideo Kojima Connecting Worlds, un documentaire à destination de la plateforme de streaming Disney+, qui suivra les pas du concepteur de jeux vidéo le plus emblématique du monde. Je vous lis le synopsis, vous êtes toujours sur Soft Power, vous inquiétez pas. Dans un documentaire visuellement captivant, j'imagine qu'il y aura des explosions, afin d'obtenir un rare aperçu du processus créatif de Hideo Kojima alors qu'il lance son propre studio indépendant. Un documentaire, vous l'aurez compris, qui suivra ainsi la création de Kojima Productions, un studio indépendant que Hideo Kojima avait lancé en décembre 2015 suite à son départ semi-forcé du studio Konami pour tout un tas de raisons liées à la personnalité de Kojima, mais aussi et sans doute surtout lié à des changements de stratégie commerciale, Konami souhaitant largement se tourner vers le jeu mobile, et ça sans parler des conditions de travail qui étaient décrites avec des ordinateurs coupés d'internet, des surveillances constantes des employés, bref, le gros plaisir. Création de Kojima Productions donc, qui s'est très vite accompagné d'un partenariat avec Sony Computer Entertainment afin de développer un jeu exclusif à PlayStation, Death Stranding, premier du nom, dont le documentaire présentera en parallèle le développement. Documentaire qui sera donc réalisé par Glenn Milner, un habitué, puisqu'on lui doit notamment celui sur Rogue One, Star Wars Story, que je vous recommande au passage. Et le tout sera soutenu par tout un tas d'invités de renom, de Guillermo del Toro à Nicolas Winding Refn, en passant par Shinji Mikami, par George Miller, par Mamoru Oshii, par Woodkid et par Grims, rien que ça. Et si la liste peut sembler aussi what the fuck si vous ne connaissez pas Kojima, et sembler tout aussi what the fuck si vous le connaissez, c'est aussi parce que Hideo Kojima est régulièrement retenu comme l'un des concepteurs de jeux vidéo, si ce n'est le concepteur de jeux vidéo le plus connu au monde, notamment parce qu'il fait tout pour le faire savoir et le faire tout court. Par ailleurs, en mettant en scène chaque seconde de sa vie, en interview, sur les réseaux et probablement même quand il est juste chez lui en train de dormir. Waouh, j'ai bien fait d'installer ce miroir incurvé au plafond, ça me fait vraiment des gros pecs, et c'est bien à ça qu'il faudra vous préparer par ailleurs pour ce documentaire, et pas autre chose, puisque contrairement à tout ce qui est vendu dans cette bande-annonce et dans le synopsis, Hideo Kojima Connecting Worlds est avant tout une ode au mythe Kojima, et ça on le sait déjà depuis quelques temps, puisqu'une centaine de spectateurs, de spectatrices et certains médias spécialisés avaient pu y jeter un œil en juin dernier à l'occasion de sa première diffusion au Tribeca Festival, projection dont les retours avaient été à l'époque unanimes. Hideo Kojima Connecting Worlds est un interminable éloge d'une heure durant laquelle tous et toutes vont se mettre au diapason pour vendre le produit Kojima, génie qui ne dort jamais, auteur total, voire prophète carrément, autant de descripteurs absurdes qui vont parcourir ce documentaire jusqu'à l'écœurement. Pas d'aspérité, pas de remise en question, rien sur son départ de Konami, mais rien non plus sur son processus créatif, rien sur ses doutes, rien sur ses erreurs, rien sur ses errances qu'on imagine être pourtant renforcées par la création d'un studio indépendant, rien également sur le fait qu'il y ait si peu de femmes dans ce documentaire, rien sur les conditions de travail, même dans une perspective de romanisation des travailleurs et des travailleuses du studio, rien du tout. Pas de suite donnée non plus à cette très étrange phrase donnée de la bande-annonce. Je vous la rappelle, bah alors les gars, quand la caméra tourne, l'atmosphère devient positive tout de suite. Ouais, ok.
Mais quand elle tourne pas, du coup, rien du tout là non plus. Et à ce titre, c'est le site Kotaku qui le conclut peut-être le mieux, soulignant que, je le cite, Connecting Worlds est destiné aux superfans qui est terrifié à l'idée de remettre en question la réputation de Kojima. Mais une fois qu'on a dit ça, les gens, est-ce qu'il faut vraiment en être surpris? Ça, c'est beaucoup moins sûr parce que il me semble qu'il y a dans la très littérale, extraordinaire réputation internationale de Hideo Kojima un lien historique à faire avec l'avènement de la politique des auteurs pour d'autres médiums. Politique des auteurs, vous le savez, cette approche critique du cinéma qui va travailler à décorréler les films de leur genre pour mieux les rattacher à leurs réalisateurs et à leurs réalisatrices, à leurs auteurs et à leurs autrices dont ils sont désormais une partie de l'œuvre globale, de l'œuvre générale et qui va participer aussi de la légitimation de l'art en identifiant et en canonisant certains travailleurs et certaines travailleuses culturelles. Approche critique qui était par ailleurs assez ouverte à l'idée d'ambition commerciale, de contraintes économiques du cinéma si tant est bien qu'elle ne se fermait pas qu'à celles et ceux qui faisaient des films en sépia de la forêt mitoyenne à leur manoir avec des ancêtres de leur Nokia 3310 et où Ariel Dombal tenait l'intégralité des rôles. Non, c'était pas ça, ça s'ouvrait aussi à du Hitchcock ou à du pluriautorisme. Sauf que si on en est un petit peu revenu de cette politique des auteurs dans le cinéma et ailleurs, avec entre autres le mouvement du New Criticism, avec la mort de l'auteur de Roland Barthes et avec les années de débats et de discussions qui se sont enchaînées, politique des auteurs alors depuis largement remise en question, disséquée, complexifiée et maintes fois critiquée, sa variante vidéoludique grand public, elle, a beaucoup tardé à pointer le bout de ses fils pour des raisons historiques, pour des raisons politiques, pour des raisons sociologiques parfois, mais aussi pour des difficultés inhérentes au médium, pour des raisons de mode de production, de mode de mise en marché, mais aussi du fait que c'est un support hautement interactif, certains allant même exagérément jusqu'à se demander si les joueurs et les joueuses ne sont pas eux-mêmes et elles-mêmes co-créateurs et co-créatrices du récit. Mais dans les interstices entre ces difficultés et une recherche de légitimation du médium accompagnée de discours artistiques et d'une institutionnalisation du jeu vidéo, on a pu voir apparaître ces toutes dernières décennies une émergence des étiquettes auteurs et autrices, parfois venant d'en bas, souvent venant d'en haut. Rappelez-vous cette déclaration plus qu'édifiante du ministère de la Culture en France en 2008, je la cite: la part de création artistique est très variable d'un jeu à l'autre, bien sûr. Il y a les jeux uniformisés et les jeux d'auteur. Je crois par ailleurs que le jeu vidéo doit développer ce que j'appellerais la politique des auteurs, un des ressorts culturels mais aussi économiques et commerciaux d'un développement du jeu vidéo sera sa capacité à s'appuyer sur des créateurs identifiés par le public, véhiculant un imaginaire fort, comme ont su le faire l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel ou celle de la musique. Et je crois que nous devons ouvrir le débat sur l'application du droit d'auteur à ce secteur dans le respect de ses fortes spécificités. Je crois pas qu'il y avait le rire à la fin, mais vous aurez compris, parce que si l'auteur est celui qui souffre dans son petit cœur et dont toute l'âme transpire dans le chef-d'œuvre, il est aussi celui qu'on situe socialement, géographiquement, historiquement, autour duquel on peut bâtir du droit de la propriété intellectuelle, celui que l'on doit défendre contre le piratage, celui qui fait des trucs qui ressemblent à d'autres trucs que font celles et ceux dans des arts, cette fois reconnus eux-mêmes comme majeurs et purs. Et c'est dans cette demande d'auteurs qu'ont ainsi émergé dans des figures encore très rares par rapport à la réalité de la production du jeu vidéo, comme celle de Kojima, précisément, forçant en l'espèce le rapprochement entre jeux vidéo et art majeur, éclipsant au passage le travail collectif de bon nombre de travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, au point que, on n'oublie pas, qu'Hideo Kojima puisse se permettre 5 grosses minutes de speech à la dernière cérémonie des Game Awards, là où celles et ceux qui avaient pourtant gagné des prix, eux, se faisaient mettre dehors coup de pied au cul par un prompteur où était écrit en Comic Sans MS taille 20 000, abrège s'il te plaît. Émergence d'auteurs qui, il me semble, même si c'est tout en excès avec Kojima, tentent à prendre la place des dynamiques complexes qui traversent et font le jeu vidéo, au point de proposer des documentaires à la lecture simpliste du médium et dont le travail de mythification d'auteurs masque tous les autres. Est-ce que vous l'avez senti que j'étais pas très emballé par Hideo Kojima Connecting Worlds Bref, les gens, Hideo Kojima Connecting Worlds, c'est parti pour pas connecter grand chose et il fallait s'y attendre. Ce sera disponible le 23 février prochain sur la plateforme de streaming Disney+, pour les plus curieux et les plus curieuses d'entre vous. Quant à moi, pas sûr de vouloir retourner dans ce monde de mensonges.
lineup in May. The game industry is out of step with contemporary media in terms of LGBTQ representation, and it is failing its LGBTQ customers. That's one of the breakout lines from GLAAD's first annual gaming report, which analyzes the state of the video game industry from the perspective of lesbian, gay, bisexual, and transgender players in the United States. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de GLAAD, cette ONG américaine de veille médiatique qui travaille à améliorer la représentation des LGBT dans les médias, mais surtout qui travaille à dénoncer leur discrimination et les attaques à leur encontre au sein de ceux-ci? C'est une ONG qui va documenter et corriger ce qu'on peut entendre sur les médias locaux, qui fournit régulièrement un guide de référence dont le dernier date de 2022 à destination notamment des médias, justement pour conduire à une représentation plus positive et plus inclusive des personnes LGBT. ONG qui est aussi derrière l'événement que vous connaissez peut-être mieux, le Spirit Day, qui chaque année se transforme en journée d'action nationale visant à montrer aux jeunes LGBT qu'ils et elles sont pas seuls, en créant aussi un grand moment de visibilité, en général en octobre, même si la date de l'événement est désormais plus libre selon celles et ceux qui se l'approprient. Voilà, ça c'était pour présenter le GLAAD. Et pourquoi je vous en parle? Parce que cette semaine, l'ONG a fourni son premier rapport sur l'état de l'inclusion des LGBT dans un média qu'elle n'avait pas encore traité en détail jusque-là, le jeu vidéo. Et l'ambiance est posée d'emblée dès l'introduction. Je cite: « Il est clair que l'industrie du jeu vidéo est loin derrière les autres industries médiatiques en termes de quantité de représentation LGBT. » Pressez S si vous êtes surpris ou C et D si vous êtes choc-barre et déçu. Allez, je vous propose de rentrer un petit peu dans ce rapport que je vous mets bien sûr en description si vous voulez aller plus loin. Un rapport qui se base notamment sur le sondage de 1452 joueurs et joueuses aux États-Unis issus au nom des communautés LGBT. Un rapport qui se base aussi sur le nombre de jeux étiquetés comme ayant du contenu LGBT en novembre 2023 chez Xbox, chez PlayStation, chez Nintendo ou chez Steam sur PC. Un contenu qui représente au final moins de 2% du total des bibliothèques numériques de chacun. Une prise de 1 point en plus de 10 ans, c'est éclaté. 2% qui viennent se placer derrière les 3% de représentation dans le milieu de la publicité selon le rapport dédié de GLAAD de 2023, mais surtout très loin derrière les films et les séries eux-mêmes traités dans d'autres rapports de GLAAD. 28,5% des films des 10 plus importants distributeurs américains contenant au moins des personnages LGBT en 2022 et 10,6% pour les séries en prime time sur la saison 2022-2023. Bref, loin devant les 2% du jeu vidéo, a fortiori que, comme le précise également le rapport, 17% des joueurs et des joueuses actifs sont LGBT, soit une augmentation de 70% par rapport aux enquêtes réalisées par Nielsen, le leader mondial en mesure de l'audience, des données et des analyses médiatiques, qui n'en retenait en 2020 que 10%, et a fortiori dans un contexte rappelé par le rapport qu'entre 60 et 70% des joueurs et des joueuses non LGBT déclarent que la présence d'un personnage LGBT dans un jeu ou le choix de la caractérisation du ou de la protagoniste n'influence en rien leur décision d'acheter le jeu qui le propose. D'ailleurs, à ce titre, il est très intéressant, les gens, de constater que selon le rapport, les plus rétifs à de meilleures représentations dans les jeux, ou tout du moins à plus de possibilités de représentation, c'est-à-dire à quel point ça les engage peu, sont les joueurs et les joueuses les moins dépensiers mensuellement, ce qui donne au final une tendance assez claire des joueurs et des joueuses régulières souhaitant au global plus de représentation dans les jeux, représentation qui, selon ce même rapport, aurait tout un tas d'intérêts, notamment pour les personnes concernées. 72% des joueurs et des joueuses LGBT déclarant que voir des personnages avec leur identité de genre ou leur orientation sexuelle bien représentés les aide à mieux se sentir dans leur peau, un chiffre encore plus élevé chez les jeunes, le jeu vidéo étant en global retenu comme un moyen d'expression à 74% pour ces joueurs et joueuses, et ce dans un contexte plus général où ces mêmes joueurs et joueuses sont à 11% plus susceptibles que les joueurs non LGBT d'utiliser le jeu vidéo pour au moins un temps échapper à des situations difficiles du quotidien, et 24% plus susceptibles de dépendre du jeu pour traverser des moments difficiles, même si la réalité des relations en jeu montre aussi que ces moments peuvent s'y trouver, puisque selon le rapport, 52% des joueuses et des joueurs LGBT ont déjà fait l'expérience du harcèlement en ligne, 42% ont évité de jouer à tel ou tel jeu parce que ils ou elles savaient qu'elles
qu'elles allaient se faire démonter en ligne et 27% d'entre eux ou d'entre elles ont carrément arrêté de jouer en conséquence. Une situation complexe et d'autant plus paradoxale que pour bon nombre de ces joueurs ou joueuses, le jeu est aussi un débouché social important, 35% estimant que le jeu est leur seul moyen de socialiser avec d'autres personnes. C'est 7 points de plus que pour les joueurs et joueuses non LGBT. Bref, les gens, il y a tout un tas de données dans cette étude, dans ce rapport que je vous invite évidemment à découvrir. Rapport qui se termine, ONG Glade oblige, sur une série de recommandations pour se mettre au diapason des attentes majoritaires des joueurs et des joueuses et de la proposition croissante de joueurs et de joueuses LGBT en pourcentage de l'audience de jeux vidéo. Je les cite. Un meilleur rapport entre la proportion de personnages LGBT dans les jeux et des joueurs et des joueuses LGBT, et ce, s'il vous plaît, pas que dans des petits jeux indés planqués en fin fond de bundle de la Saint-Valentin sur Steam. Allez, c'est pas écrit tout à fait comme ça dans le rapport, mais vous aurez compris. 2, que les entreprises de jeux vidéo se forment et veillent activement à créer des communautés hospitalières pour les joueurs et joueuses LGBT. 3, que des experts et des organisations en matière de contenu médiatique spécialistes de ces questions soient consultés le long de la production, en tout cas le plus si possible. Et 4, tout simplement que des travailleurs et des travailleuses LGBT du jeu vidéo soient embauchés et si possible à des postes d'autorité pour mener à des décisions plus inclusives en matière de lieu de travail, de contenu de jeu et de gestion de communauté. Rapport très intéressant donc, qui bat un petit peu en brèche un mythe encore bien tenace du jeu vidéo qui serait largement joué par des joueurs quarantenaires, blancs et par nature hostile au contenu LGBT. De ce point de vue, il me semble que le scandale du Gamergate de 2014 avec ses grandes campagnes de harcèlement sexiste contre des femmes journalistes et développeuses a beaucoup participé de cette constitution d'un imaginaire au bout du compte très faiblard et très peu raccord à la réalité de ce que sont les joueurs et les joueuses du jeu vidéo. Aujourd'hui, un imaginaire encore trop souvent convoqué même et peut-être surtout par des vidéastes de plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, d'où la nécessité de publier ce type de rapport régulièrement afin de voir apparaître des petits bouts de réel dans notre conception dans tous les sens du terme du jeu vidéo, d'où la nécessité aussi, il me semble, de cette première enquête de Glade sur l'état de l'inclusion dans les jeux vidéo, a fortiori dans un contexte où au cours des premières semaines de 2024, plus de 500 projets de loi anti-LGBT ont été proposés ou adoptés aux États-Unis, marquant aussi un nouveau triste record par rapport à 2021 et 2022 qui s'étaient déjà présentés comme de grandes années anti-LGBT. Et je citerai ces derniers mots de l'ONG Glade pour son rapport en conclusion de cette actualité. Les développeurs de jeux doivent comprendre le rôle que jouent les jeux pour les joueurs et les joueuses LGBT aux États-Unis et en particulier pour celles et ceux qui sont dans des États où ils sont ciblés et attaqués de manière disproportionnée. Je pense qu'il y a un truc très français à Montpellier, c'est le panache. Une envie de faire quelque chose qui sort un peu des normes, de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose qui nous ressemble. On aime bien pousser un petit peu notre créativité plus loin et on se challenge les uns les autres pour essayer de trouver le petit truc en plus. Et il y a toujours 3-4 personnes qui vont dire mais oui bien sûr, on y va, on le fait quoi. Il y a un vrai plaisir quand ça existe en fait, quand cette folie elle a pris forme. 3 mois, les gens. 3 mois qu'on n'avait pas parlé de grève dans Soft Power. 3 mois, je commençais à en avoir la main qui frétillait, les dents qui grinçaient et les cheveux qui repoussaient. Quelle horreur. Je vous propose donc qu'on rattrape un petit peu tout ça. Le mouvement de grève en marche chez Ubisoft, géant français du jeu vidéo, dont on a déjà beaucoup parlé par ici. Mouvement pour lequel se sont mobilisés environ 700 personnes en France, selon les camarades du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo. Mais Lex, t'avais pas reçu des membres du syndicat il y a quelques mois, elle est où la VOD? Alors oui, plus sérieusement, la VOD elle arrive dans les toutes prochaines semaines, ne vous inquiétez pas, je suis en train de réécouter la discussion, elle est plus que jamais d'actualité, j'ai hâte que vous réentendiez ça. Entre 4, 500, 700, on ne sait pas, personne en France, donc à Paris, à Annecy, à Lyon, à Bordeaux, à Montpellier, une mobilisation historique selon les mots de Vincent Camdouzou, délégué syndical de ce fameux STJV qui était devant le site d'Ubisoft à Montreuil où étaient rassemblés quelques syndicalistes du STJV bien sûr, mais aussi de Solidaire Informatique et de la fédération CFE-CGC, ainsi que des dizaines de travailleurs et de travailleuses du jeu vidéo que je vous propose les gens d'écouter
Écoutez au micro du journal L'Humanité, c'est riche d'enseignements. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait partie du monde ouvrier et qu'on n'est pas si loin finalement des mêmes revendications que le monde ouvrier. Nos méthodes ouvrières, entre guillemets, ont changé, l'usine a changé et la façon de distribuer les produits ont changé. Il sera devant le Floresco, on va pas rentrer dedans, ça veut dire ça fera une manif jusqu'au Floresco. Okay. Est-ce que on fait maintenant ou on discute un peu C'est un peu tout le jeu vidéo qu'on observe comme ça, c'est que c'est une industrie qui est née dans un néolibéralisme extrême et qui en a été formée, déformée même peut-être. Et donc pour beaucoup de gens, il y avait la notion que de toute façon, finalement, il n'y a plus à rechercher de choses collectives, c'était de l'individualisme. Pas forcément méchant, hein, pas forcément en écrasant les autres, mais en se disant juste mon problème, c'est mon problème. Et donc là, on a un peu cette inversion qui est des gens qui se disent mais en fait, ça marche pas, c'est une voie de garage cet individualisme. Et le seul pouvoir qu'on a, c'est finalement des choses à l'ancienne, à savoir, ok, dans cette industrie, dans cette entreprise, ceux qui créent la valeur, c'est nous. Si on arrête de travailler, il n'y a plus de jeu. Point. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de robots qui font les jeux à notre place. Et donc, c'est aussi une façon de remettre ce point-là au goût du jour, qui est de dire, en fait, à un moment, si vous voulez qu'on continue à travailler, va falloir partager, quoi. Camarades, on est dans une situation où chaque personne compte, quels que soient les services. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade ou une personne qui part en vacances, c'est du travail qui se répercute automatiquement sur d'autres personnes et qui la place en surcharge. Ça induit plein de problèmes. Ça induit à la fois des problèmes pour la surcharge des gens, mais ça induit aussi de la culpabilité pour les gens. Il y a des gens qui viennent, qui sont malades et qui viennent quand même parce qu'en fait ils veulent pas laisser tomber leur équipe. Il y a des managers qui se surchargent de travail pour j'allais dire tanker parce que c'est un mot du jeu vidéo, mais pour protéger leur équipe. Et donc tout ça a fait que l'année dernière et l'année précédente, il y a des risques psychosociaux qui sont apparus, en plus qu'il n'y ait pas de reconnaissance salariale, fait que les gens sont encore plus enclins à accepter de faire grève. Bref, comme toujours, se regrouper, trouver des points de convergence entre travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, voire entre travailleurs et travailleuses tout court. Une ligne qu'on défend ici depuis le début, une grève qui s'est tenue ce mercredi afin de réclamer une hausse des salaires à la hauteur de l'inflation suite à l'échec des dernières négociations annuelles avec le studio. Pierre-Étienne Marx, délégué syndical STJV chez Ubisoft, que vous venez de voir ou d'entendre si vous suivez cette émission en podcast, a notamment précisé chez France Culture, je le cite, « Il est apparu que nous étions prêts à négocier, mais qu'en face, une décision était déjà plus ou moins établie. Pour la deuxième année de suite, on a une proposition d'augmentation largement en dessous de l'inflation, même inférieure à celle de l'année dernière. Une augmentation générale demandée, pour être plus précis, de 5%, ce qui est déjà 3 points de moins que ce qui était demandé avant la formation d'une intersyndicale, 5% transformé, pouf, par magie, par la direction en 2,8% pour être plus précis. Je suis pas très bon en maths, mais là je crois me rappeler dans mes souvenirs de collège que ça c'est le théorème de la douille, les gens. Une pilule d'autant plus dure à avaler que la semaine dernière, le 8, l'entreprise avait annoncé des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre de son exercice 2023-2024, entraînant dès le lendemain une montée de l'action Ubisoft de 20%. C'est cadeau. Enfin, cadeau, évidemment pas pour les travailleurs et travailleuses, pour lesquels jusque-là, les augmentations de salaire n'étaient décidées qu'à titre individuel en fonction de leur productivité. Très bien, très très bien, sauf que l'individuel, les gens, c'est fini, ou tout du moins c'est l'objectif poursuivi aussi par cette mise en mouvement du collectif des syndicats et des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, dans un contexte où, comme le souligne à son tour Marc Rutschley, délégué syndical solidaire informatique à Ubisoft Paris, je le cite, « La direction ne comprend qu'un seul dialogue, c'est le rapport de force ». C'est ce qu'on fait aujourd'hui, un rapport de force très concret ici, par la grève, par la présence devant les studios, qui n'est pas sans rappeler par ailleurs celui qui avait déjà eu lieu en janvier de l'année dernière, durant lequel une centaine de salariés d'Ubisoft s'étaient rassemblés devant la menace d'ajustement structurel de la direction, à une époque où l'entreprise s'était engagée à une belle et rondelette économie de 200 millions d'euros en 2 ans. Et vous suivez l'émission depuis assez longtemps pour savoir comment finissent toujours ces fameuses rationalisations
réduction des coûts. Grève de 2023 qui précisément avait débouché sur des augmentations individuelles toutes pétaxes, fonction du bon vouloir des managers et de la direction. Et quand on sait les nombreuses affaires de harcèlement et d'environnement toxique qui traînent côté Ubisoft, ça fait très vite mal planer. Augmentations individuelles qui ont largement participé de cimenter chez beaucoup de travailleurs et de travailleuses durant ces nombreux mois l'idée de nécessité du collectif pour des augmentations de salaire partagé bien sûr, mais aussi pour lutter contre le burn-out, le harcèlement ou contre les médiocres conditions de travail qui ont notamment coûté à la cellule montpelliéraine d'Ubisoft l'année dernière une 40aine de départs. Au micro de journal Mediapart, un des testeurs de développement d'Ubisoft Montpellier, préférant, et on le comprend bien, rester anonyme, rappelle, je le cite, « C'est une tendance dans l'industrie du jeu vidéo. Même quand la boîte se porte bien, elle paye mal. On nous annonce des résultats records et on nous refuse nos augmentations. On nous promet des miettes. Bien sûr que je le prends mal. Il faut qu'on leur rappelle que c'est nous qui faisons les jeux, que c'est nous qui créons les richesses. » Difficile de mieux résumer l'ambiance de cette première journée de grève. Déjà historique, en nombre bien sûr, mais aussi en couverture, les gens. Bon nombre de médias, Europe 1, France Info, Mediapart, BFM, l'Humanité, etc. l'ayant largement relayé, comme les gros vidéastes jeux vidéo. Par ailleurs, si vous écoutez l'émission en podcast, je fais une grimace là. Rêvez pas, hein, évidemment, la majorité n'en a rien dit. Et première journée de grève, puisque les syndicats, travailleurs et travailleuses du jeu vidéo se sont laissés mercredi la possibilité de continuer la lutte. Une mise en mouvement qui n'est pas sans faire écho, hein, par ailleurs, à ce qui se passe également chez Dontnod, un studio derrière les jeux Remember Me, Life is Strange, studio qui s'est toujours beaucoup peint et dépeint comme un studio unique, différent, à taille humaine, blablabla, la passion, mais pour lequel le STJV a là aussi tiré la sonnette d'alarme devant l'importante probabilité de, je cite, risques psychosociaux qui guettent les travailleurs et travailleuses du studio. Et là, je vous passe à peine le tout en revue, hein. Vous aurez des détails dans la description. Chaos ambiant, équipe sous-staffée, perspective de carrière à ras-le-sol, projets bien trop nombreux, instructions erratiques, voire contradictoires, réorganisation éprouvante, section syndicale muselée, entrave de l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise et communication toute pétée pour des équipes majoritairement en télétravail. Bref, là aussi, les luttes à mener semblent colossales. On avait dit il y a quelques semaines dans Soft Power que 2024 allait être l'année de tous les records en licenciement dans le jeu vidéo, mais j'avais souhaité qu'elle soit aussi celle de tous les regroupements et de toutes les luttes. Eh bien, voilà peut-être un petit bout du chemin parcouru, les gens. Force à toutes celles et ceux qui luttent pour peser sur le rapport de force et ainsi obtenir de meilleures conditions de travail. Et quoi de mieux, les gens, quoi de mieux pour terminer cette actualité que de vous lire cette déclaration d'un représentant syndical du STJV. Nous tous ici, on ne pense pas qu'au salaire, on se bat en général pour nos conditions de travail, les crunchs, les burn-out, les états de dépression dans lesquels nos managers nous plongent, toutes ces choses-là vont devoir cesser et elles ne cesseront pas sans force et conviction. Soyons forts et battons-nous sans relâche. Message bien reçu. Il est 6h54 au Japon, il est 22h54 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture très nocturne cette semaine. C'est l'heure de la pause musicale. On va s'écouter un court extrait d'une bande originale d'animé, le temps de reprendre un petit peu ses esprits, de se resservir un café ou même deux pour ma part, de mettre tous les uniformes de la famille à sécher, hein, si vous avez des enfants. Bienvenue au Japon, les gens, bienvenue au Japon. Et on se retrouve juste après pour parler de Deadpool and Wolverine qui s'est donné la sacrée mission de renverser le Marvel Cinematic Universe à lui seul, ce qui est plutôt difficile à croire. On ira également faire un tour du côté du Festival du film international de Berlin qui avait très envie cette première semaine d'événements de se grimer en festival politique de Berlin et on discutera un petit peu de Iwaju, cette série d'animation qui a l'air sympa comme tout, coproduction Disney et Kugali sur fond de culture nigériane. Vous verrez ça les gens, mais d'abord petite pause musicale, à tout de suite.
Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement du vendredi 10h midi sur Twitch, mais exceptionnellement aujourd'hui, dimanche 22h minuit sur Twitch. Mais qu'est-ce que c'est que ces horaires? Matinale de la nuit que vous suivez peut-être maintenant également sur YouTube en VOD et sur toutes les plateformes de podcast en audio. Vous pouvez soutenir l'émission financièrement en passant par ma page Patreon, dont le lien est en description de la VOD des podcasts ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct. Si Patreon ne vous revient pas, vous pouvez également vous abonner à la chaîne Twitch, soit directement, soit en utilisant votre Prime pour bénéficier du sub gratuit inclus dans votre abonnement et ainsi profiter des désormais incroyables emojis Keanu Reeves qui composent la chaîne. Vous avez bien entendu et c'est pas une blague. Et bien sûr, vous pouvez également soutenir l'émission gratuitement en la faisant connaître, en vous abonnant, en laissant un commentaire, un pouce bleu, une évaluation partout où vous le pouvez. Vous êtes très nombreux et nombreuses à suivre l'émission sans laisser d'évaluation, notamment sur les plateformes de podcast. Alors n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et ça aide énormément au référencement de l'émission. Tous les liens sont en description et par ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord de l'émission, lui aussi en description, notamment pour vous tenir au courant de l'actualité des prochaines émissions. Puisqu'il n'y aura pas de Soft Power la semaine prochaine, il y aura d'autres streams, mais pas l'émission en tant que telle. Le prochain épisode sera le 1er mars et on va en parler un petit peu après. Et on va doucement mais sûrement reprendre les invités sur la chaîne dans Soft Power Rencontre. Ça va être très bien, vous verrez. Il y a plein de gens sympas qui vont venir. Vous venez d'entendre la très dansante Zoltrak, extrait de la bande originale de Sousou no Furilin, adaptation animée du manga de Kanehito Yamada et de Tsukasa Abe, adaptation produite par le studio Madhouse et réalisée par Keiichiro Saito et mise en musique pour ce qui nous intéresse par Evan Cole, un compositeur américain vivant au Japon et qui avait déjà composé les très chouettes bandes originales de Violet Evergarden, de Meuf Love Alternative et plus récemment de Sengoku Yoko, adaptation animée du manga éponyme de Satoshi Mizukami. Evan Cole, dont je vous invite à découvrir le travail, les gens. Zoltrak, c'était le titre de la semaine sur Soft Power. D'accord. Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson? Qui le demande? Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que je fais là? Suivez-moi. Wade, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Je suis le Messie. Eh ouais, je suis bien le petit Jésus Marvel. Oh putain! Là, ça va faire mal. Stop! Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement, ça va aller. Merci beaucoup.
Dimanche dernier, si beaucoup de regards étaient tournés vers le Super Bowl 2024, cette grande finale du championnat organisée par la Ligue américaine de football américain qui cette année encore avec ses 123,4 millions de téléspectateurs et de téléspectatrices a encore rappelé, s'il le fallait, qu'il était toujours l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. D'autres regards, eux, tapis dans l'ombre, lorgnaient du côté de l'autre versant de la compétition tout aussi important, à savoir celui des annonceurs et notamment celui d'être l'un des grands rendez-vous de l'année pour les studios de production audiovisuelle qui vont profiter de ce grand temps de visibilité pour lever le voile ou le relever sur leur prochaine sortie événement de l'année. Et cette mouture 2024 n'a pas été en reste. La planète des singes, le nouveau royaume, Wicked, Twisters, suite spirituelle du Twister original de 1996. Pourquoi ? The Fall Guy, Kung Fu Panda 4, Knuckles ou encore Monkey Man se sont donc montrés, certains pour la première fois, d'autres un peu plus, tous espérant à long terme rentabiliser les plus de 7 millions de dollars les 30 secondes de diffusion pendant le Super Bowl. C'est énorme. Et s'il y a bien une œuvre qui devrait très vite atteindre cette très recherchée rentabilité, c'est bien Deadpool and Wolverine, troisième film des aventures du personnage de Deadpool sur grand écran qui a donc dévoilé ses premières images lui aussi dimanche dernier pendant l'événement sportif et avec déjà un succès remarqué puisque sa bande-annonce est juste devenue la bande-annonce la plus vue de tous les temps en 24 heures avec plus de 365 millions de vues, presque autant que cette bien nocturne matinale pop culture. C'est dire à quel point c'est une dinguerie. Deadpool and Wolverine, donc un film visiblement très attendu, réalisé par Sean Levy, auparavant à la barre de tout un tas de trucs aussi vite vus et aussi vite oubliés. Free Guy, Real Steel, Une nuit au musée, c'était lui. Un film coécrit par lui-même aux côtés de Ryan Reynolds, de Rhett Reese, de Paul Wernick et de Zeb Wells. Ryan Reynolds qui reprendra également son rôle de Deadpool, cet ancien agent des forces spéciales qui, pour guérir d'un cancer en phase terminale, s'est porté volontaire pour recevoir un traitement expérimental visant à réveiller en lui ses gènes mutants, ce qui va lui donner une tétasse pas possible, des pouvoirs de guérison, des capacités surhumaines, mais aussi la faculté de conscientiser qu'il est lui-même un personnage de fiction, l'amenant alors à régulièrement briser le quatrième mur afin de s'adresser directement à son public. Et Ryan Reynolds, légende, ne sera pas seul pour ce Deadpool and Wolverine puisque, comme le titre du film l'indique, il sera épaulé par Hugh Jackman qui incarnera son célèbre personnage en adamantium et aux griffes pointues pour la 10e fois sur grand écran après des années d'aller-retour en mode j'arrête pas, je deviens le Miyazaki. Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui seront ainsi eux-mêmes aux côté d'Emma Corrin, antagoniste principale du film, de Morena Baccarin, de Rob Delaney, de Leslie Ugamas, de Karen Sony ou encore de Matthew McFadden, incroyable dans la série Succession et qui a l'air un petit peu moins incroyable à la vue de ses premières images. Et ça, c'est sans compter les plus que probables très nombreux caméos d'autres personnages issus des univers cinématographiques Marvel et 20th Century Fox, puisque précisément l'une des particularités de ce Deadpool and Wolverine est de chercher à faire la jonction entre le Marvel Cinematic Universe d'un côté et les deux premiers épisodes de Deadpool de l'autre, mais aussi l'ensemble des films X-Men de l'escarcelle de la société de production américaine 20th Century Fox avant que celle-ci passe dans le giron de Disney en mars 2019. Deadpool and Wolverine ayant ainsi la lourde tâche de mêler toutes ces franchises de divers studios pour les intégrer dans une seule chronologie compréhensible côté Disney. Comment ? Eh bien ça, les gens, c'est la question à 200 millions de dollars, budget présumé du film, puisqu'on ne sait pas encore ce que ce Deadpool and Wolverine nous racontera réellement, même si les différentes rumeurs et autres photos de tournage volées semblent indiquer qu'il s'agira d'une sorte de road trip entre les personnages de Deadpool et de Wolverine au sein de différentes chronologies et de différents univers dont le but, on peut l'imaginer, d'aller dézinguer tout un tas de super-héros et de versions alternatives d'eux-mêmes pour sauver littéralement le Marvel Cinematic Universe, puisque c'est bien de ça dont toute la communication du film parle depuis des mois et continue de parler aujourd'hui, jusqu'à se retrouver même dans l'une des lignes de dialogue du personnage de Deadpool dans cette bande-annonce. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Comprenez, après ce Deadpool and Wolverine, tout ce que vous avez connu dans l'univers cinématographique Marvel, cette gigantesque franchise et univers partagé depuis des années par tous les super-héros estampillés Marvel au cinéma et en séries télévisées.
tout ce que vous avez connu va changer. Un changement très attendu qu'il faut comprendre autant d'un point de vue scénaristique dans tout cet arc multivers des récents films et séries Marvel qui peinent depuis des mois à trouver un véritable élément déclencheur et générer un peu d'entrain même parmi les plus fidèles de la première heure, que d'un point de vue business dans tant toutes les dernières productions Marvel hors exception ont enchaîné des déconvenues critiques et commerciales au box-office, marquant ce que beaucoup ont nommé et nomment encore notamment le déclin des super-héros au cinéma. Et pour retourner ce MCU comme une crêpe, quoi de mieux que Deadpool, un personnage capable de briser le quatrième mur, d'avoir des réflexions méta sur les réflexions méta, de pouvoir dans la diégèse de son histoire voyager dans telle ou telle œuvre pour en penser les plaies, le tout avec de l'humour, de l'action présenté dans une bande-annonce que j'ai trouvé plutôt bien foutue par ailleurs, et un bon gros rated R réclamé depuis des années chez Disney, rated R spécifiant que le film contiendra, comme les 2 premiers Deadpool chez la 20th Century Fox, du matériel pour adultes, autrement dit du sang, de la violence, du sexe et des grosses blagasses quand même, que même on peut plus rien dire. Rated R qui impose aux moins de 17 ans d'être accompagné d'un parent ou d'un tuteur adulte. En soi, c'est pas rien, même si depuis quelques années maintenant, bon nombre de productions, dont Joker, Oppenheimer, Matrix Reloaded évidemment, ou encore tiens, Deadpool 1 et 2 ont montré par le passé que celles-ci pouvaient être d'énormes cartons au box-office malgré la restriction d'âge. Rated R qui de ce fait est devenu en soi un gigantesque argument commercial pour ce nouveau Deadpool. Le réalisateur Sean Levy s'empressant de déclarer régulièrement en interview que le film sera, je le cite, audacieux, brut et surtout très rated R, ce qui veut surtout strictement très rien dire. Sauf que s'il y a bien une chose, les gens, qu'il me semble que ce Deadpool et Wolverine ne sera pas, contrairement à tout ce qui est annoncé depuis des mois, c'est bien subversif, puisque s'il est bien largement compréhensible que ce Deadpool soit la cristallisation de toutes les attentes et de tous les fantasmes corrélés à un univers cinématographique en panne depuis maintenant des années, si tant est qu'il ait bien un jour réellement fonctionné, il me semble qu'il faut garder la tête froide et veiller à ce que la narration, certes très maîtrisée de la maison des idées quant à toute cette fable autour d'un Marvel Cinematic Universe qui pourrait et qui devrait être sauvé, ce qui au passage relève plus d'un fantasme capitalistique de profit infini que d'une profession de foi pour faire de bons films. Il me semble donc qu'il faut veiller à ce que toute cette histoire absurde de sauvetage n'élude pas la longue production du film qui en dit tant sur ce qu'il est réellement, parce qu'il ne faut pas oublier les conditions de production de ce Deadpool et Wolverine, fruit d'une production compliquée passée entre des myriades de mains depuis 2016, étalée sur des années, production entre les co-écrivains Rhett Reese et Paul Wernick déjà à l'œuvre sur Deadpool 1 et 2 qui vantent la liberté et la maîtrise de l'agenda, et que Disney a été vraiment trop sympa cette fois-ci, oubliant bien vite qu'on les avait sortis du projet coup de pied au cul au tout début de la reprise de la 20th Century Fox par Disney en 2019, une production aussi dont une bonne partie de l'équipe de production mais aussi de l'équipe technique est déjà habituée des œuvres estampillées Marvel, notamment dans les postes très visuels, pour la scénographie, pour la direction artistique, pour la production design, pour les costumes évidemment, avec Mayes Rubeo et Graham Schwartz qui ont respectivement et entre autres travaillé sur Thor et les Gardiens de la Galaxie et Dragon Ball Evolution pour Mayes Rubeo. Là, on peut doublement dire qu'elle a eu tort. J'ai pas dit que le niveau des vannes allait augmenter avec le Patreon de l'émission, évidemment, contrairement au budget de ce Deadpool et Wolverine, par ailleurs estimé à environ 200 millions de dollars, dont des dizaines de millions pour les 2 têtes d'affiche, très loin des petits 58 millions du premier Deadpool qui avait rapporté 782 millions de dollars au box-office. 58 millions à un monnaie Marvel Cinematic Universe, c'est que dalle. Ça fait 3 épisodes de la médiocre série Secret Invasion, c'est dire. Mais production aussi maintes et maintes fois réécrite, rentrée au forceps dans la continuité du Marvel Cinematic Universe, dont elle devra souffrir des nombreuses intrigues en cours, de ses incalculables personnages et des milliers d'easter eggs et autres références qu'elle devra assumer et dont on peut déjà en voir une vingtaine rien que dans cette bande-annonce de 2 minutes, puisqu'il ne faut pas l'oublier, si beaucoup voient en Deadpool et Wolverine un désordre salvateur pour le MCU à la hauteur de son protagoniste, le projet est en réalité l'un bien au contraire pour remettre de l'ordre, pour fluidifier le récit en supprimant des personnages encombrants et en présentant de nouveaux, probablement pour servir au passage d'amorce à l'arrivée des X-Men d'une façon ou d'une autre dans le MCU.
Bref, les gens, un projet du MCU conçu pour être exactement comme tous les films du MCU avant lui, un relais vers d'autres films ou d'autres séries qui se vaudront eux-mêmes et elles-mêmes être des relais d'une chronologie qui, elle, se voudrait à la manière des bandes dessinées papier sans fin. Parce qu'au fond, ce sobriquet de Marvel Jésus dont se part sur le ton de la plaisanterie Deadpool dans cette bande-annonce de ce Deadpool and Wolverine, ce n'est pas tant celui qui guérira les malades de leur maladie que celui qui cherchera à multiplier les gains. Rappelant aussi au bout du compte qu'il n'y aura pas de subversion de ce Marvel Cinematic Universe tant qu'il n'y aura pas de subversion dans la façon dont sont produits ces films en univers partagé où tout est connecté, construit en phase pour des productions de studios dont les dates butoirs extrêmement serrées font passer le gros du travail sur la post-production. On en a déjà beaucoup parlé ici, tirant au passage davantage les médiocres conditions de travail de l'industrie encore plus vers le bas. Bref, je sors de mon tunnel. Est-ce que cette très éprouvée formule MCU fera pour autant de ces Deadpool et Wolverine un mauvais film? Pas forcément, mais il me semble qu'il y a clairement avec toutes ces annonces tromperie sur la marchandise. Pour en avoir le cœur net, Deadpool and Wolverine, ce sera dans les salles le 24 juillet prochain, l'occasion de savoir enfin si la crêpe sera retournée ou si elle continuera de cramer. Global political realities saturated the opening of the Berlin Film Festival on Thursday. Rain? Oh, I'm so sorry. From an air raid siren going off on Ukrainian writer and jury member Oksana Zabushko's phone, At the end of the air raid attack upon Ukraine, which been lasting for all this morning. C'est parti pour la 74e Berlinale, le grand festival international du film de Berlin, historiquement l'un des trois principaux festivals cinématographiques internationaux avec la Mostra de Venise et Cannes. La Berlinale, donc, festival récompensant chaque année le meilleur film de la compétition par l'Ours d'Or et festival dont on avait déjà un petit peu parlé il y a quelques semaines pour faire un détour du côté de l'industrie cinématographique géorgienne en lutte avec les velléités de censure et de contrôle de la production du gouvernement alors en place. Et déjà, on avait conclu, souvenez-vous, à la place toute particulière de ces festivals sur la scène géopolitique. Eh bien, sachez que tout ça n'était qu'une mise en bouche, les gens, puisque la Berlinale qui a débuté ce jeudi et qui se terminera le 25 février prochain n'avait peut-être pas prévu que son principal invité cette année serait la politique, à commencer par les nombreuses réactions qui ont suivi l'invitation faite à des élus du parti allemand d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. Il y a 2 semaines, les organisateurs de l'événement justifiaient même cette invitation avec force, soulignant dans un grand écart que Van Damme lui-même renierait, je les cite, un certain nombre de membres et de représentants de l'Alternative pour l'Allemagne ont des positions profondément antidémocratiques et en contradiction avec les valeurs de la Berlinale et celles de nos employés. J'entends le mais. Il arrive, vous l'entendez aussi, écoutez, mais le protocole consiste à inviter des hommes politiques démocratiquement élus, c'est un fait et nous devons l'accepter comme tel. Comme tel, les gens, on rappelle ce que ça veut dire aussi, hein. Alternative pour l'Allemagne, mouvement dont certaines factions ont même été reconnues d'extrême droite par la Cour suprême allemande, c'est dire, mouvement largement ethno-nationaliste, publiquement climato-sceptique, dont le chef de parti Jörg Meuthen lui-même avait démissionné en 2022, choqué par le virage totalitaire du parti ces dernières années, c'est dire, mouvement placé sous surveillance de l'Office fédéral de protection de la Constitution, histoire de bien placer politiquement le projet politique, hein, et mouvement dont le candidat à la présidence de l'Allemagne en 2017, Albrecht Glaser, a appelé tranquillement sur WhatsApp à utiliser des mitrailleuses contre les antifas. Bref, les organisateurs de la Berlinale solides, hein, vous ferez attention les gars, votre veste, elle est dans le mauvais sens, il me semble, sauf que l'accepter comme tel, c'est une chose à laquelle beaucoup de professionnels de l'industrie du cinéma, notamment allemande, n'étaient pas prêts, a fortiori dans un contexte de larges manifestations qui touchent le pays depuis des semaines, en opposition aux idées radicales et extrême droitières dans le pays, et notamment de cette formation politique. Résultat, vendredi dernier, une lettre ouverte signée par plus de 200 professionnels de l'industrie cinématographique allemande, mais également par tout un tas de travailleurs et de travailleuses culturelles des États-Unis, du Royaume-Uni et autres pays d'Europe, soulignant la compatibilité de cette invitation avec l'essence même de la Berlinale. La lettre appelant à, je cite, reconsidérer et annuler ces invitations offensantes et insensibles pour la sécurité et le bien-être de tous les invités participants
participants au festival, une pression suffisamment forte sur les rapports de force en jeu pour que les organisations passent finalement le cap de la désinvitation, rappelant à cette occasion leurs inquiétudes quant à, je cite, la montée de l'antisémitisme, du sentiment anti-musulman, des discours de haine et autres attitudes antidémocratiques. Bon, c'est normal, hein, les inquiétudes, ça met toujours un petit peu de temps à venir. D'abord, on invite largement des candidats anti-démocratie parce qu'ils participent au processus démocratique. Et puis ensuite, les deux seuls neurones qui faisaient la chenille commencent à décuver de la veille et on commence à se dire, attends, des candidats anti-démocratie qui... Quoi ? Comment ça ? Une virevolte des gens de dernière minute qui, bien évidemment, a attiré cette fois à elle les foudres du parti Alternatif pour Allemagne, qui parle d'exclusion, de censure de l'Arcom. Ah non, attendez. Ça, c'est pas la bonne actualité, ça. Qui parle d'exclusion, etc. Bref, tout ça a amené à faire monter en tension les premiers jours de la Berlinale, a fortiori que les questions politiques ne se sont pas arrêtées là, comme en a témoigné cette conférence de presse plus que tendue avant l'ouverture du festival, où pendant 40 minutes, le jury a dû s'expliquer sur sa désinvitation du parti Alternatif pour l'Allemagne, mais aussi sur la crise actuelle à Gaza et sur la guerre en Ukraine. Et en ce qui concerne Gaza, le cinéaste allemand Christian Petzold, faisant partie du jury, a été solide lui aussi, je le cite. Je veux pas répondre à cette question ici parce qu'elle n'a pas vraiment sa place dans cette conférence de presse, blablabla. Pas sa place dans cette conférence de presse, ouais, d'accord. Mais dans ce cas, il aurait peut-être pas fallu que les co-responsables du festival, Mariette Riesenbeek et Carlo Satrian, s'expriment en amont du festival, précisément sur ce conflit avec l'ultra-timoré, je les cite, « Notre sympathie va à toutes les victimes des crises humanitaires au Moyen-Orient et ailleurs ». C'est fou de pouvoir mettre autant de mots les uns à côté des autres et ne rien vouloir dire. Hein. C'est vraiment bien fait, les langues. Une prise de parole des responsables qui avait entraîné la parution d'une lettre ouverte publiée ce lundi par le compte Berlinale Worker Voice, appelant à la responsabilité de l'événement. Je les cite, une plateforme internationale telle que la Berlinale et nous, dans nos rôles de programmeurs, de consultants, de modérateurs, de facilitateurs et de détenteurs d'espace, aux côtés d'autres travailleurs et travailleuses de la Berlinale, pouvons et devons exprimer notre désaccord face à l'assaut actuel contre la vie des Palestiniens. Là, ça dit quelque chose. Là, j'ai compris. Et les gens, ils appellent même pas à un horizon de décolonisation de la Palestine, hein, pourtant seule sortie envisageable par le haut. Non, ils appellent juste, je les cite, à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages. À eux d'ajouter, nous attendons du festival qu'il adopte une position cohérente avec celle adoptée en réponse à d'autres événements qui ont frappé la communauté internationale ces dernières années. Et pourquoi ils disent ça, les Berlinale Workers ? Parce que, rappelez-vous, ce que disait la Berlinale de l'année dernière. And cinema can be outside of politics, but not when it is a policy of aggression. Berlinale made a choice. Institutions and persons supporting the Kremlin and films made with Russia's support are not admitted to this year's festival. Alors tout de suite, ça amène à relativiser le pas de politique dans ma conférence de presse, a fortiori que la présidente du jury elle-même, Lupita Nyong'o, avait signé également une lettre similaire appelant au cessez-le-feu, mais le dispositif était bien là. Et lorsqu'il lui a été à elle aussi posé la question pendant la conférence de presse, elle a botté en touche, justifiant qu'elle avait déjà fait part de ses réflexions plus tôt et que ça suffisait. Ça suffit pas. Et la conférence a continué, les questions politiques ont fusé dans tous les sens, à propos de Gaza, à propos de l'Alternative pour l'Allemagne, mais aussi à propos de la présence dans le jury du cinéaste espagnol Albert Serra, dont les prises de position plus que pro-Trump et pro-Poutine avaient fait polémique quelques mois plus tôt. Albert Serra s'est gonflé par les questions politiques puisqu'il s'est un peu agacé pendant la conférence, soulignant que, je le cite, « Oui, bah ça va, on n'est pas Jésus-Christ, hein, même les États-Unis peuvent pas résoudre tous les problèmes du monde. » Il n'y a rien qui va dans ta déclaration, Albert. C'est n'importe quoi, ça. Bref, un début tendu pour la Berlinale qui décidément a bien commencé sur « Et non, je vous ai eu. Vous y avez cru ? C'est pas fini, et pas du tout d'ailleurs, puisqu'également les syndicats de l'industrie cinématographique allemande ont organisé des manifestations le premier jour de la Berlinale pour réclamer des meilleures conditions de travail, tandis que la guilde des chauffeurs de taxi de Berlin a, elle, profité de l'événement pour marquer son opposition à Uber. Vous allez me dire, mais quel rapport
rapport, eh bien, je vous le donne, puisque Uber est aussi l'un des principaux sponsors du festival. Voix des chauffeurs de taxi reprise par la Chambre des représentants de Berlin au début du mois, où des membres du parti Die Linke ont appelé l'administration du Sénat à explorer d'autres options de parrainage qu'Uber si possible. Mais en attendant, manifestation dans ta tête, vaut mieux être préventif. Bref, les gens, chasser la politique du cinéma par la petite porte, elle revient par la grande, poussant les animateurs Adnel Tesfaye et Joe Schuck à aborder l'évident aspect politique du festival et même des festivals au sens large pendant la cérémonie d'ouverture, précisant que la Berlinale avait aussi pour vocation de mieux comprendre le monde en vue de le changer. Ça veut rien dire, mais j'imagine que c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans le cul. Bref, une 74e édition de la Berlinale qui commence bien fort et qui rappelle que le pas de politique dans mon cinéma est autant un vœu pieux qu'il est un marqueur politique. Par Disney Animation et les créateurs visionnaires de Kugali. Joyeux anniversaire. Je te présente Otine. Tu voulais un animal de compagnie? Oui, quelle bonne idée! Une mini-série. Tu acceptes de m'emmener sur le continent? Dans un Nigeria futuriste. Tu veux visiter le vrai Lagos? Oh oui! Allez! Bienvenue à Lagos, Nigeria. Tola, ton père a l'air d'avoir bien réussi et de posséder une grosse fortune. Voilà comment on appâte quand on pêche du gros poisson. Otine, où est ma fille? Elle est sous ta responsabilité. Retrouve Tola. Fais bien attention. Le serpent est fourbe, il se cache dans le nid de l'oiseau. J'aime le danger, je me ris du danger. Comment tu vas? Ah oui, tu te ris du danger? Tola, maintenant je sais qui tu es. D'ailleurs, pour un lézard, c'est vrai que t'es plutôt chou. Je retire ce que j'ai dit. Premières images pour la série d'animation Iwaju, fruit d'une collaboration entre Disney et la société panafricaine de divertissement Kugali, aujourd'hui basée au Royaume-Uni. Iwaju, le futur en langue Yoruba, une des langues d'Afrique de l'Ouest, un projet de série animée donc écrit par Adeola et Halima Hudson et réalisé par Ziki Nelson, le fondateur du studio Kugali qui en 2019 avait un objectif, botter le cul de Disney selon ses propres mots pour mieux faire découvrir un pan de la culture africaine, pour mieux comprendre, je vous propose de l'écouter un peu. C'était en janvier 2019 au micro de la BBC. The idea was that in the science fiction genre, there were hardly any black people. It was as though they were passing on this message that there are no black people in the future. What is the meaning of this? Protect the general. Give your life if you must. Musicians and writers decided that they were going to create their own genre, Afrofuturism, which presents a future where black people do in fact exist. Bref, les gens rappelaient ce pourquoi a été créée la société Kugali, à savoir raconter des histoires inspirées de la culture africaine à l'aide de bandes dessinées, d'art et de réalité augmentée, bottant au passage le fessier de Disney. Botter le cul de Disney, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue pour beaucoup d'acteurs de l'industrie de la bande dessinée et de l'industrie de l'animation, à commencer par la Walt Disney Company elle-même, par le truchement de Jennifer Lee. Et Jennifer Lee, c'est pas n'importe qui, directrice de la création des studios d'animation Walt Disney, responsable de la supervision créative de tous les films et projets associés de ces studios. Vous la connaissez probablement mieux pour juste avoir topé l'Oscar du meilleur film d'animation en 2014 pour La Reine des Neiges. Et donc, Jennifer Lee, elle s'est dit que ce serait très sympa de contacter Kugali pour délivrer leur créativité. Studio avec lequel Disney va se mettre très rapidement d'accord pour la production d'une série animée originale pour le compte de la plateforme de streaming Disney+, Iwaju. Iwaju qui cumule un certain nombre d'achievements à son actif puisqu'il s'agit du premier projet original de Walt Disney Animation Studio. La plupart des projets télévisés Disney étant produits par Disney Television Animation, mais aussi et surtout puisqu'il s'agit de la première collaboration animée de Disney avec un studio extérieur
externe depuis des décennies pour une série qui nous racontera dans le cadre d'un Lagos futuriste, Lagos la plus grande ville actuellement au Nigeria, comme le dit le synopsis officiel, l'histoire de la jeune Tola et de son meilleur ami Cole qui ensemble vont découvrir les secrets et les dangers cachés dans leurs différents mondes. C'est quoi ces différents mondes? De quel danger on parle? Et c'est quoi cette salamandre qui a l'air pourtant centrale dans la bande-annonce? On ne sait pas. Heureusement que le projet avait déjà levé le voile il y a quelques années au sein de la convention bisannuelle du fan club de la Walt Disney Company. Et oui, ça existe. Sinon, on comprendrait que dalle. Et on avait notamment appris en 2022 que Tola et Cole, les deux protagonistes de la série, vivent en réalité de part et d'autre d'une ville fortement divisée en classes et qu'ils devront déjouer les plans de Bode, un pionnier de la technologie dont les avancées futuristes cache un monde criminel qu'il dirige d'une main de fer, le tout sur fond de critique des inégalités croissantes auxquelles sont confrontés les habitants et les habitantes. Là, ça ressemble à un synopsis et tout de suite, ça classe l'œuvre dans le courant afro-futuriste dont on devrait reparler sur cette chaîne Twitch d'ici quelques semaines, quelques mois, avec tout un tas de belles gens, vous verrez ça. Évidemment, vous connaissez l'émission, on pourrait prendre cet Iwaju sous un angle purement critique comme on l'a beaucoup fait dans les précédents numéros de Soft Power et il me semble à raison, notamment lorsqu'il s'agit de Disney, c'est-à-dire reprendre le projet pour ce qu'il est, un projet inscrit dans une logique de récupération et de marchandisation de la culture africaine par une multinationale américaine, récupération qui bien évidemment va s'accompagner d'une épuration des sujets les plus clivants, occultant les conséquences du colonialisme, du néocolonialisme et du capitalisme sur les sociétés et les environnements, notamment en Afrique. Non pas qu'Iwaju en était spécialement pourvu à l'origine, par ailleurs, c'est un subtil mélange de discussions, de conditions économiques de production, de volonté d'internationalisation des œuvres au sein d'un studio qui n'était sans doute pas non plus le plus révolutionnaire de tous ceux sur lesquels Disney aurait pu miser. Et on aurait d'ailleurs raison de s'inquiéter de toute cette centralisation de nos imaginaires, réduisant les particularismes culturels, historiques, politiques, socio-économiques locaux, les réduisant à une vague esthétique suffisamment exotisée pour être acceptable. On l'a déjà beaucoup dit ici et il me semble que c'est toujours tout à fait vrai. A fortiori qu'Iwaju, on va en manger dans les prochaines semaines puisqu'une série documentaire sur les coulisses de production est également prévue pour la fin du mois avec un jeu mobile Disney Iwaju Rising Chief développé par Malio Games sortira également le 28 février 2024 sur Android et iOS. Et en même temps, il me semble qu'il faut également voir ce qui se joue quand, sous la bande-annonce, des Nigérians et des Nigérianes se disent profondément touchés par ce qu'ils et elles ont vu, d'abord par la qualité technique de l'animation, bien supérieure à la moyenne des productions animées réalisées en interne, évidemment, mais ensuite par des moments, par les phrasés des personnages, par l'évocation de rituels qui ont leur place dans l'imaginaire nigérian, par l'ancrage de l'histoire dans une vie réelle et pas dans un Wakanda douteux qui a beaucoup aussi pu être critiqué, et par la valorisation que porte également ce projet d'une culture panafricaine, quoi que ça veuille dire, dynamique et créative, puisqu'il me semble important de rappeler que même dans ces grandes centralisations occidentales d'imaginaire du monde résultant de notre mode de production, il y a des interstices, il y a des liminalités, des espaces de négociation et de contestation, des lieux de résilience où il est malgré tout possible, tout en luttant en parallèle pour renverser les rapports de force, de créer de nouvelles formes et de nouveaux sens. Et peut-être qu'il y a un petit peu de ça dans cette Iwaju, un étrange projet qu'il ne faut, il me semble, ni rejeter en bloc, ni célébrer sans réserve. Étrange projet qui sera disponible sur Disney+ le 28 février prochain aux États-Unis et le 3 avril chez nous. Pas tout de suite, et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, il faudra en plus attendre pour obtenir la bande originale de la série qui s'annonce mortelle et qui est composée par Ray Olonuga qui avait déjà composé pour Rise de chez Disney. Vivement le futur. Voilà les gens, c'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu parler également de la polémique Rachida Dati au DVM Show. DVM Show, l'émission rap et musique urbaine de Twitch, animée par Medja, où défilent tout un tas de grands noms de la scène pour présenter leurs projets dans un cadre de discussion faussement à l'arrache et dans ce qui est une forme de contre-proposition très cool à Skyrock et notamment à Planet Rap, même si au DVM Show, on se dit surtout être une émanation de Twitch. Et lundi dernier, Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture, donc, s'est faite inviter
surprise de l'émission durant laquelle elle a dansé, dit qu'elle était une ghetto girl, qu'elle se sentait à la maison avant de finir par inviter l'entièreté du staff à venir faire une émission au ministère de la Culture dans ce qui était un évident moment de communication qui n'a échappé à absolument personne. Ce qui a quand même fait scandale pour tout un tas de gens, pour tout un tas de raisons. Personne du monde du rap, personne du monde des pépés manga sur X et personne du monde politique, dont Jordan Bardella du Rassemblement National, pour exactement les raisons que vous imaginez, qui vont d'ailleurs l'amener à se prendre une petite plainte pour diffamation. Bref, une pression globale mise sur le DVM Show qui a amené Medja à revenir sur les réseaux, sur la polémique, dans un long texte avec pas mal de regrets. Je le cite: pour moi, c'était la ministre de la Culture qui venait féliciter des personnes comme nous qui ont réussi un projet alors que rien ne les y prédestinait. Et ça au fin fond d'Aulnay, avec une émission qui réunit tout le monde. Et ça avec nos propres moyens et surtout avec authenticité. Ce qui, il me semble, aurait dû être une évidence pour tout le monde dès le début. Mais faut croire qu'on n'a pas tous les mêmes agendas. On aurait pu également parler du nouveau label de chez Disney, Marvel Animation, label destiné à la production de séries animées, à commencer par X-Men 97. Très étrange projet dévoilé cette semaine dans une bande-annonce moderno-rétro, puisqu'il s'agira en réalité de la suite de la série culte des années 90, X-Men The Animated Series, le tout dans un style un peu indéfinissable d'un dessin animé qui serait perdu dans le temps, mais en même temps pas vraiment. Je vous mets la bande-annonce en description, c'est vraiment très curieux. Allez voir. On aurait pu aussi parler de l'actualité côté industrie du jeu vidéo, notamment chez Sony et Microsoft, qui se sont joints cette semaine pour annoncer qu'il fallait s'attendre dans les mois à venir à un enrayement de la mécanique des exclusivités, mais qui rappelle néanmoins que le multiplatforming est souvent la première réponse à la flambée des coûts de production des jeux, dont le haut budget est de plus en plus littéralement insupportable. Affaire à suivre de ce côté-là. On aurait pu parler de l'émission importante, centrale peut-être, de Mediapart cette semaine qui, en invitant Judith Godrèche, Anna Mouglalis, Charlotte Arnould, Anouk Greenberg, Manda Touré, Marie Lemarchand, Noémie Cocher et Iris Bray, s'est intéressée de près à la libération de la parole actuelle dans l'industrie cinématographique française suite à de nombreuses affaires qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. C'est souvent aussi glaçant à entendre qu'essentiel à soutenir. Émission également dans la description et dans le chat pour celles et ceux qui suivent l'émission en direct. On aurait pu parler des 800 licenciements qui ont eu lieu jeudi dernier chez Paramount Global, licenciements de travailleurs et de travailleuses de grande valeur, nous dit la direction. Faut croire que pas suffisamment du coup. La raison, rationalisation des coûts, c'est pour le futur, pour que l'entreprise aille mieux, pour qu'elle puisse tenir le cap. Et d'ailleurs les effets positifs sont immédiats et même vous savez quoi, ils sont rétroactifs puisque les bénéfices de Paramount Global avaient déjà pris 3 points au 3e trimestre 2023. C'est fou, le pouvoir dans le passé des licenciements, incroyable vraiment. On aurait pu parler également de l'adaptation animée à venir de Look Back, le one-shot de Tatsuki Fujimoto. Le film est prévu pour le 28 juin 2024 et si c'est à moitié aussi bien que le manga, c'est déjà une de mes plus grosses attentes de cette année. Lisez Look Back. On aurait pu ne pas parler de la nouvelle bande-annonce de La Demoiselle et le Dragon, film original Netflix réalisé par Juan Carlos Fresnadillo avec Millie Bobby Brown dans le rôle titre. Et on va continuer de ne pas en parler, ça a toujours l'air aussi peu intéressant. On aurait pu parler du rachat de Sony Music de la moitié du catalogue de Michael Jackson pour l'absurde somme record de 600 millions de dollars. On aurait pu parler des rumeurs d'un remake américain de Squid Game par David Fincher pour le compte de Netflix. Heureusement que la série originale coréenne n'est pas la série la plus regardée ever de la plateforme, sinon ça sonnerait vraiment comme une idée de merde. Et on aurait pu également jeter un œil aux victoires de la musique, avec notamment Aya Nakamura, récompensée du prix de l'artiste féminine de l'année. J'avais failli attendre. Et puisque je sais que vous avez failli attendre vous aussi les recommandations de la semaine, je vous propose qu'on s'en tienne là pour les news et qu'on aille faire le tour de quelques-unes des petites productions audiovisuelles de ces derniers jours. En fait, on est arrivé au contraire de ce qu'est le DJing à la base. C'est-à-dire que le mec était là pour passer des morceaux aux gens qui connaissaient pas et qui kiffent et que genre ils se laissent porter par une musique justement qu'ils connaissent pas. Et là, on est parti dans un truc au contraire où les mecs ont envie de venir pour écouter des trucs qu'ils connaissent, pour les kiffer et limite chanter les paroles.
Les gens, cette semaine, alors que je me baladais sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo de Meet and Greet, une chaîne dédiée à la musique électronique et qui traite celle-ci à travers tout un tas de formats très différents et dont celui de la discussion entre différents artistes du milieu. Et Vlatipak, la dernière vidéo en date de la chaîne, c'est une discussion entre l'équipe de Meet and Greet et Molecule et Yuxek, deux artistes français de la musique électronique qui défoncent. Et moi, en tant que bon gros whip des internets, j'avais découvert Yuxek par sa collaboration avec l'artiste Miyavi. Pouce bleu du soleil levant, évidemment. Une discussion entre les deux compères, donc. Et que vois-je au titre de la vidéo? Les DJ menacés par l'intelligence artificielle. Ni une ni deux, je suis passé en mode soft power. Quel scandale, ces intelligences artificielles génératives. Centralisation de la valeur, on se fait douiller. Force à vous, prolétaires de tous les forums PHPBB. Unissez-vous. On se fait avoir, ça va être une super vidéo. Sauf qu'en fait, elle parle pas du tout de ça. Mais alors, vous savez quoi? Pas du tout. Ou en tout cas pas plus de 3 minutes sur 1 heure d'émission. Et vous savez quoi? Ça n'empêche pas d'être sympa comme tout quand même, cette discussion très chill où les deux artistes vont discuter de leur rapport à la musique électronique, aux nouvelles générations, à leur façon de concevoir leur travail, à l'idée de maturité et un tout petit peu d'échanger leur point de vue sur la place des intelligences artificielles dans le DJing. Bref, c'est plutôt sympa à suivre et puis ça change un peu, ce pourquoi je me suis dit que ce serait très sympa d'en faire une des recommandations de cette semaine. Dressrosa, etc. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est bien avec le cas de l'armée révolutionnaire. Au fur et à mesure que le manga progresse, on nous dit que cette armée révolutionnaire progresse également. Et en parallèle à ça, la marine, bras armé du gouvernement mondial, va devenir de plus en plus autoritaire et violente en réaction. Tout ça est parfaitement... Comment parler de géopolitique dans les mangas? C'est la question que s'est posée cette semaine la chaîne Koikikan à travers quelques œuvres majeures du médium, One Piece, Hunter x Hunter, L'Attaque des Titans ou encore Eden. Autant d'œuvres sur lesquelles le vidéaste revient pour en extirper des bribes de structures géopolitiques. Ça parle rapport de pouvoir, ça parle traitement des populations, ça parle d'insurrectionnalité, ça n'existe pas. C'est une plutôt chouette mise en bouche que je vous invite à découvrir. Et si j'ai choisi cette vidéo-ci cette semaine, au-delà de ce qu'elle propose, c'est pour vous inviter également à pousser le sujet avec 2 autres supports qui traitent de questions similaires. Tout d'abord, l'excellent podcast de Nirombashi qui est par ailleurs cité dans la vidéo de Koikikan. One Piece est-il un manga insurrectionnel? 1 heure de conversation très riche sur le sujet, c'est hyper intéressant. Et bien sûr, je vous invite aussi à être le plus nombreux et nombreuses possible pour la première de l'émission Dialectique qui aura lieu la semaine prochaine, le 24, sur la chaîne Twitch de MAP, dont précisément le cœur sera de traiter de la dimension politique de One Piece avec un concept central, le pouvoir. Connaissant le travail habituel des gens de chez MAP, ça va être incroyable comme d'habitude. Tous les liens en description ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct. Par exemple, t'as une station qui est créée et ça fait un wagon qui se déplace, t'as un petit vrombissement. Un passager qui rentre dans le métro. On relie une station à une ligne de métro. On arrête le temps. Et puis on relance le temps. Une station est trop... Est-ce que vous avez une petite heure devant vous? Si oui, je vous propose de partir dans cette vidéo un peu étrange de la chaîne Permapop qui s'intéresse cette semaine à l'angoisse du vide. Fuyez pas. Pour répondre à cette question, Permapop va à la manière de ce que peuvent des chaînes anglophones comme Vsauce vous emmener à travers tout un tas de réflexions de premier abord déconnectées les unes des autres, mais qui participent à questionner notre rapport à l'angoisse du vide, voguant à travers l'art, le minimalisme, les jeux mini-métro, des jeux tout mignons où je suis pas sûr d'avoir tout compris ce qu'il fallait faire, mais où grosso modo il faut relier des points et gérer des trafics, à travers aussi la musique et bien sûr à travers l'interrogation du mode de production capitaliste. Permapop nous propose sa réponse à l'angoisse provoquée vis-à-vis du vide et par le vide. Un joli voyage réflexif et assez personnel à l'appui de plusieurs supports, dont des supports issus de la pop culture. C'était juste hyper plaisant en fait. L'angoisse du vide, les gens, c'est chez Permapop et c'est sur YouTube que ça se passe. Shinji Aramaki, voilà, Shinji Aramaki qui est ici. Shinji Aramaki, qu'on connaît pour le remake en 3D de Albator, qui aujourd'hui est un maître est considéré au Japon comme un maître de l'animation en 3D. Qu'on aime ou pas, toujours est-il que ce monsieur est donc mecha designer de métier, et c'est lui qui va être donc l'un des mecha designers attitrés avec Kinuma d'Artmic. Et ce sont des gamins, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience, donc évidemment ils sont pas. Pour bien terminer les recommandations de cette semaine, je voudrais attirer votre attention sur ce qui est juste une mine
mine d'or. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, je participais à un marathon de stream co-organisé par le Festival Les Intergalactiques de Lyon et par le collectif MAP. Et Marathon oblige, tout un tas d'autres participants et participantes ont donné la voix pendant les 4 jours de l'événement sur tout un tas de sujets connexes à la thématique de celui-ci, à savoir science-fiction et révolution. Et là, les gens, c'est une dinguerie puisque la plupart des émissions de ce marathon sont désormais disponibles en VOD tranquillement sur YouTube, chapitré, tout beau, tout propre, que ce soit sur le rapport entre le manga shoujo et la science-fiction dans le cadre de la mangaka Moto Hagio, que ce soit les passionnantes 5 heures d'émission sur le tokusatsu ou celles sur Jack Kirby ou celles sur les queers et le féminisme dans la science-fiction grand public. Vous en aurez facilement pour une 20aine d'heures à rattraper tout ceci, y compris les tables rondes réalisées à Lyon où là aussi il y avait du beau monde. C'est riche, c'est intéressant et je vous invite très sérieusement à aller y jeter un œil, ne serait-ce que pour donner un petit peu de force, pouce bleu, commentaire, pour la simple et bonne raison que tout ça aide évidemment, mais aussi permet d'envisager le plus rapidement possible d'autres éditions de ce stream collaboratif. Je vous mets en description le lien vers le fil X qui fait le résumé de toutes ces VOD. Au plaisir que vous donniez de la force. Et c'était, les gens, la fin des recommandations de cette semaine. Voilà, c'est la fin de Soft Power. Attention, on se retrouve vendredi dans 2 semaines, le 1er mars, pour le prochain numéro de l'émission. Le 46e, va falloir que je commence à préparer le 50e numéro, oh là là. Si vous êtes arrivé en cours ou que vous souhaitez rattraper le début de l'émission, ou vous souhaitez simplement réécouter les anciens numéros de Soft Power, comme toujours, hop, direction la plateforme de podcast de votre choix pour le format audio, puisque l'émission est partout, ou direction la chaîne YouTube Lex Tutor VOD pour le format vidéo. Tous les liens, là encore, sont en description. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce numéro spécial de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de tout l'Entre-Terre, à l'exception de toutes les autres. Même si cette semaine, c'était très nocturne, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'émission. Et en attendant, regroupez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao!